Bah, mon combat, parce que déjà je suis passionné d'apiculture et que le frelon, est un destructeur, les frelons asiatiques, vous pouvez avoir jusqu'à 200 reines dans un nid. Donc 200 fondatrices. Le reste, c'est des ouvrières, mais vous pouvez avoir jusqu'à 200 reines. Alors une ouvrière va vivre 40 jours, mais une reine va vivre 3 à 4 ans. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierrick. Bonjour. On se retrouve de nouveau cette semaine. Cette fois pour parler davantage de frelons, de biodiversité, des abeilles aussi naturellement. Est-ce que pour les personnes, Pierrick, qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine dernière, alors déjà on les invite à aller écouter ce super épisode, et puis est-ce que tu peux te présenter de nouveau en attendant? Eh ben, moi je m'appelle Pierrick Thuot, j'ai 46 ans, je suis trégorrois, j'habite à Lannion. Donc on va dire que par rapport à ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, pour résumer, j'ai 3 activités. Je partage mon temps entre 3 activités professionnelles. Donc la première où je suis salarié, à mi-temps, dans une entreprise depuis 22 ans en tant que responsable prévention, donc tout ce qui est, qualité, sécurité, environnement. La deuxième activité, donc je suis, entrepreneur depuis, une dizaine d'années. Donc j'ai une société de désinsectisation, donc basée à Lannion avec mon frère, on est en cogérance et donc on détruit tout ce qui est, nid de guêpes, frelons européens, surtout du frelon asiatique qui est notre principale, activité. Et parallèlement, je suis aussi apiculteur, donc j'ai des ruches et on fait notre miel et on fabrique des produits dérivés à base de cire. Voilà, donc je partage, on va dire, ma semaine sur ces 3 activités. Super. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de ton entreprise? Pourquoi est-ce que vous avez créé avec ton frère cette entreprise de désinsectisation dans le Trégor? Eh ben, au départ, moi, je l'ai créé tout seul. J'étais en auto-entreprise, donc j'ai mon beau-père qui est Marc Modic, qui était déjà installé depuis des années dans ce secteur. Et avec l'arrivée du frelon asiatique en 2000, je crois que c'était en 2005, 2006, 2007. Enfin, il est arrivé dans les Côtes d'Armor à cette époque-là. Et au fur et à mesure des années, Marc a eu de plus en plus de travail et à un moment donné, il était surchargé. Il avait trop de boulot pour lui tout seul. Donc en fait, j'en ai profité pour intégrer cette activité. Et donc je me suis mis en auto-entreprise et du coup je me suis mis en sous-traitance de Marc dans les premières années. Et puis ensuite, quand Marc est parti en retraite, mon frère qui lui s'était installé parallèlement dans la région de Saint-Brieuc, on s'est réunis tous les deux et on a fusionné en une seule société et on a du coup créé une société, une SAS quoi, tous les deux. Super. Voilà, en cogérance tous les deux avec mon frère Benoît. Donc ça fait depuis 10 ans que je suis dans ce métier-là et puis depuis 5 ans qu'on est ensemble avec Benoît. D'accord. Voilà. Donc c'est Ensemble? vraiment l'arrivée du frelon asiatique qui a fait qu'il y avait plus d'activités, qui fait qu'on est parti là-dedans. Et, voilà. D'accord, donc on comprend mieux les tenants, les aboutissants de SOS Trégor Guêpes Frelons. D'ailleurs, pour l'anecdote, est-ce que tu connais Est-ce que tu connais les détails sur l'arrivée de ce frelon asiatique en France et même en Bretagne? En fait, l'arrivée du frelon, c'est arrivé en 2000. L'arrivée du frelon asiatique, hein, donc Oui, est asiatique. arrivée, puisque c'est une espèce vraiment invasive, est arrivée en France en 2004. Donc le premier nid ont été vus dans le Lot-et-Garonne. Donc c'est des nids qui sont arrivés via des conteneurs maritimes, mondialisation on va dire, donc via le port du Havre, via le port de Bayonne. Donc il y a eu des premiers nids qui sont arrivés comme ça.
Donc c'est des reines qui ont dû arriver dans des potiches chinoises de mémoire. Et puis voilà, elles ont fait leur premier nid et ainsi de suite. Et puis ça a proliféré derrière et ça a pris tellement d'ampleur que ça a traversé toute l'Atlantique, toute la façade atlantique. C'est arrivé Bretagne Sud et puis Côte d'Armor derrière, 5-6 ans après. Et maintenant, au début, on n'en voyait que dans les climats, on va dire, tempérés. Et maintenant, il y en a partout en France, quasiment sur tout le territoire. Et bah, partout en Europe aussi maintenant, on en trouve à peu près dans tous les pays européens. Donc ça s'est vraiment développé. Bon, ça fait une vingtaine d'années, mais ça va très vite, quoi. Donc Pourquoi est-ce que justement t'as décidé d'en faire ton combat? Bah, mon combat, parce que déjà je suis passionné d'apiculture et que le frelon, bah, tu un destructeur, c'est-à-dire que pour résumer, dans un nid de frelons, donc comme je vous ai dit, il y a une première reine, un premier nid qui se fait au printemps, donc quand les reines sortent de leur hibernation et ensuite, le nid donc il va avoir un nid primaire et ensuite elles vont fabriquer un nid secondaire. Alors j'essaie de résumer en 2 minutes, mais Non, mais et c'est important. et donc en fait, le nid secondaire, va prendre de l'ampleur, va grossir, ça peut arriver jusqu'à 1 mètre de diamètre, donc des nids qui sont monstrueux, hein. Nous, le plus gros qu'on a fait, c'est 1,27 m de mémoire, donc c'est énorme. Et donc vous avez entre 1 500 et 2 000 frelons dans un nid à maturation. Mais la particularité de ce frelon asiatique, c'est que, contrairement à des frelons européens ou des guêpes, vous avez une reine. Les frelons asiatiques, vous pouvez avoir jusqu'à 200 reines dans un nid. Donc 200 fondatrices. Le reste, c'est des ouvrières, mais vous pouvez avoir jusqu'à 200 reines. Alors, une ouvrière va vivre 40 jours, mais une reine va vivre 3 à 4 ans. Et ces reines-là, en fin de saison, en octobre-novembre, quand il commence à faire un peu plus frais, les ouvrières vont mourir, mais par contre, les reines, les fondatrices, elles vont quitter le nid et elles vont aller se planquer en hibernation pour l'hiver. Donc, elles vont aller dans un tronc, dans un mur, dans le sol. Elles vont se planquer et elles ressortent au printemps. Donc, chacune d'entre elles ressortent au printemps. Puisqu'elles sont fécondées et elles repartent, elles refont un nid primaire, etc. Donc en fait, un nid, potentiellement, peut en donner 100, 200. Alors c'est pas ce qui se passe en réalité, parce qu'il y a du froid, il y a de la maladie, il y a du piégeage, il y a des choses qui se passent. Mais on va dire qu'un nid à peu près non détruit, non découvert, va en donner une dizaine à peu près l'année d'après. Donc c'est un phénomène exponentiel. Et donc évidemment, bah, même si j'en ai fait mon métier, c'est quand même un phénomène relativement inquiétant, et notamment pour les abeilles, puisque en fait le frelon asiatique, lui, se nourrit de quoi? Il se nourrit essentiellement d'insectes. Alors évidemment, il va aussi se nourrir de fruits, de plein de choses, mais il se nourrit essentiellement d'insectes, donc évidemment beaucoup d'abeilles sauvages. Et puis pareil, bah, les apiculteurs, c'est un véritable fléau, puisque une fois qu'ils ont trouvé vos ruches, bah, ils font des vols stationnaires devant la ruche et ils attrapent les abeilles au fur et à mesure de la journée. Ils leur coupent la tête, partent avec l'abdomen dans leur nid et pour nourrir les larves, on va dire frelons. Et ce qui fait que voilà, une fois qu'ils ont trouvé vos ruches, votre ruche fait pas de vieux os, parce que vous avez constamment un balai toute la journée de frelons entre la ruche et le nid. Un frelon, je crois, peut bouffer une quarantaine d'abeilles dans la journée. Donc vous imaginez sur le nombre de frelons dans un nid, bah, en général, une fois qu'ils ont trouvé la ruche, on dit jusqu'à 15 jours, elle est décimée, quoi. C'est dévastateur. Donc c'est dévastateur. Quelques chiffres, Côte d'Armor, ben, c'est à peu près 30% des colonies tous les ans qui meurent et qui disparaissent à cause du frelon asiatique. Frelon asiatique. À cause du frelon asiatique. Parce qu'ensuite, le frelon européen, lui, va se nourrir d'abeilles aussi, mais c'est vraiment petite quantité. D'accord. C'est, on va dire, la chaîne alimentaire normale. Alors que le frelon, là, c'est vraiment invasif, dévastateur. Il pollinise pas, il sert pas à grand chose dans la nature. Lui, vraiment, c'est un destructeur. Et donc, rapidement, bah, c'est vrai que c'est inquiétant, puisque bah, les abeilles, on peut en parler après, mais c'est tellement important que... Donc voilà, c'est ce qui a fait le combat un peu, on va dire, contre le frelon. Alors c'est un peu mieux, hein, c'est un peu mieux, mais pour avoir quelques chiffres, on est à peu près en moyenne, alors je parle que dans les Côtes d'Armor, on est à peu près entre 3000 et 4000 nids détruits chaque année. Waouh. Donc c'est 3 000 à 4 000 découverts, détruits. Alors pas que nous, hein, notre entreprise, hein, mais En prenant en compte la quinzaine de on a une sociétés. quinzaine de sociétés dans les Côtes d'Armor, donc voilà, on fait pas que du frelon asiatique, mais voilà, on fait des réunions, on se regroupe, on a des statistiques, et c'est à peu près 4 000 nids par an dans les Côtes d'Armor. Et est-ce qu'il y a des politiques
particulières qui sont mises en place auprès des mairies, de certaines communes? Oui, alors oui, oui, tout à fait. Donc en gros, si vous découvrez un nid chez vous, donc la meilleure, chose à faire, c'est d'appeler la mairie, D'accord. votre mairie et ensuite elle vous donnera la démarche et en gros, ben, la mairie va missionner quelqu'un qui est référent communal, qui est en charge du frelon dans sa mairie. Il va venir voir chez vous si c'est bien un nid de frelon asiatique et si c'est un nid de frelon asiatique, il y aura une prise en charge de fait. À hauteur, donc ça dépend des mairies, ça peut être en intégralité, ça peut être 50, ça peut être 30, mais ça dépend vraiment des mairies et donc ensuite ils nous appellent nous, les sociétés, on va dire, les pros pour venir détruire le nid, quoi. D'accord, et le service, enfin ton service à toi, Pierrick, comment ça se passe? L'intervention, elle dure, une demi-journée, une journée entière? J'imagine que ça dépend aussi de l'invasion en question? Ouais, alors, bah, de toute façon, nous on doit intervenir dans un certain temps imparti, selon les mairies, selon les contrats qu'on a, mais en règle générale, on intervient chez vous, en moins de 48 heures. Donc et ensuite en effet ça dépend de parce que les nids sont situés vraiment n'importe où. Quand j'ai commencé il y a 11 ans, les nids étaient essentiellement dans les arbres, très hauts. Maintenant, ils se sont adaptés et maintenant c'est partout, c'est dans les haies, dans les boîtes aux lettres, dans les hangars, sous les charpentes, sous les toitures, à n'importe quelle hauteur. Donc évidemment, bah, un nid à 20 mètres de haut, va prendre beaucoup plus de temps qu'un nid, dans un cabanon. Donc c'est vrai qu'il y a pas vraiment de temps imparti, ça va dépendre vraiment de là où il est situé. Ouais, bien sûr. Donc Tu conseilles à chacune et chacun de rester quand même vigilant et peut-être particulièrement l'hiver, j'ai envie de dire, si, c'est ce type de frelon-là est dormant, puisqu'il recherche un endroit où se cacher, où c'est passer, la surtout au saison? printemps quelque part, puisque l'hiver, bon, les nids que vous allez pouvoir voir, chez vous ou dans la nature, chez le voisin ou ailleurs, Mmh. il est vide. Le nid est déserté par les frelons, donc les ouvrières meurent, les reines vont se cacher, le nid est abandonné, va se détruire, va se désintégrer avec la pluie, le vent, et cetera, le froid. Mais par contre, en effet, au printemps, les reines ressortent et c'est là qu'il faut être vigilant parce qu'elles commencent par faire un nid, de la taille d'une balle de ping-pong, on va dire, un nid primaire et c'est là qu'il faut être vigilant, c'est là qu'il faut appeler, en début de saison surtout, quoi. Parce qu'après, ben, évidemment, ben, il faut faire de plus en plus attention. Il y a de plus en plus d'accidents graves ou décès, Mmh. puisque les nids maintenant sont à hauteur d'homme pour beaucoup aussi. Donc, en taillant une haie, dans un roncier, dans n'importe où, en allant aux champignons, enfin, Ouais, n'importe quoi. mais bien sûr. Tu disais qu'en plus Ouais. ça peut être fatal. Alors tu nous racontais l'anecdote, où la fois où tu t'es fait piquer par 34, abeilles différentes, où tu vas très bien aujourd'hui. À l'inverse, si c'était un frelon qui avait Pas pu la même chose. t'attaquer, une seule piqûre peut être mortelle. Si on est allergique, oui. Bon, sans Sinon, affoler, c'est ouais, sûr que, par contre, si on n'est pas allergique, même une dizaine de piqûres, vous pouvez y rester, puisqu'après, c'est la quantité de venin cumulé dans l'organisme qui est dangereuse. d'accord. Évidemment, bah, la poche à venin d'un frelon, c'est pas la poche à venin d'une abeille. Donc, il n'y a pas besoin, en effet, d'avoir beaucoup, beaucoup de piqûres pour quelque part y rester. Donc, c'est vrai qu'il faut faire super, super attention quand vous faites vos travaux de jardin, des endroits Mmh. que vous n'avez pas fait depuis longtemps, ou si c'est des gros travaux de défrichage, ben, faut éviter de les faire en plein été, peut-être les faire plutôt début de printemps ou à fin d'automne. Enfin, D'accord. c'est vrai qu'il y en a de plus en plus à basse hauteur, donc faut quand même être vigilant. Ça reste très dangereux quand même, quoi. Hem, Est-ce qu'il y a des signes précurseurs que chaque particulier pourrait, peut-être connaître ou pas du tout? Ça passe par des bourdonnements, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des endroits particuliers Non, où c'est une précurseur, non. En fait, parce que les frelons aussi butinent, donc il y a des souvent on est appelé, on dit: «Oui, on a beaucoup de frelons à cet endroit-là», mais en fait, ils butinent. En fait, là où il faut être vigilant, c'est quand vous avez des entrées et des sorties de frelons exactement au même endroit. C'est-à-dire que là, vous êtes sûr qu'il y a un nid, si je sais pas, sous une charpente, par exemple, bon, bah, vous voyez un cheminement, permanent de frelons, toutes les 5-10 secondes qui rentrent et qui sortent, c'est évident qu'il y a un nid dedans. Et il faut éviter de le faire seul, parce qu'il y a aussi des gens qui essaient de les faire seuls et ça évite aussi de faire des bêtises, de le faire seul parce que, ben, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez un certain nombre de reines dedans. Donc si vous faites pas les choses correctement, toutes ces reines-là vont partir à droite à gauche et vont refaire chacune d'entre elles un nid. Donc si vous ne mettez pas les bons produits, si vous faites pas les bonnes choses, ben,
On peut presque participer à la Vous prolifération pouvez participer à la sans prolifération. Il y vouloir. a des gens parfois qui veulent faire ça eux-mêmes et ils vont acheter une petite bombe dans le commerce et puis finalement, bon, ça marche pas trop. Et puis, même si c'est un nid de moyenne taille, il suffit que tu aies déjà 10-15 rennes dedans, ça fait 10-15 nids qui vont s'installer. C'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on conseille d'appeler plutôt des professionnels avec des bons produits, quoi. Pour l'anecdote, donc j'arrivais, je me suis garée sur le parking de la rue Georges Pompidou, là-haut. Donc je descendais pour aller pour venir travailler au BHZ Coworking, et puis je passe à côté de la maison d'un coworker que je vais pas citer, et justement je voyais des grosses bêtes. Je me suis dit, tiens, on dirait que c'est des frelons. Je vais quand même lui en parler. Et donc je lui dis, écoute, je viens de voir des bêtes ce matin proche de chez toi, et il y en avait 2 ou 3, vraiment elles se réfugiaient toutes au même endroit et elles tournaient autour de ton toit. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'était même avant l'auberge espagnole. Et donc, toi, tu as retrouvé le coworker en question. Je sais pas si vous vous êtes croisés, mais en fait, tu es venu chez lui Oui. pour Il avait un nid, retirer. quoi. Et effectivement, il avait un nid chez lui. Donc, on comprend vraiment, grâce à toi aujourd'hui, le fléau que représentent les frelons, et puis l'importance aussi, nous, en tant qu'acteurs quand même, hein, de bien faire attention en début de printemps. Est-ce que pour cette deuxième partie d'épisode, on peut peut-être apporter apporter un peu plus de positivité Oui, tout à la fait. thématique, j'ai envie de dire, et puis vulgariser le sujet, notamment autour de l'apiculture, et surtout encourager nos auditeurs et auditrices à prendre un petit peu plus soin des abeilles et puis de la production de miel. Quand est-ce qu'elle est née, cette passion pour l'apiculture ? Moi, j'ai toujours été assez attiré par quelque part les abeilles. J'avais jamais osé vraiment me lancer. Et c'est justement quand je me suis lancé dans la désinsectisation, j'ai vu que c'était vraiment une baissole qui était vraiment très sympa. Et puis j'ai commencé avec une ruche, 2 ruches, 3 ruches. Et puis en fait, c'est vraiment passionnant comme domaine, quoi. Et par rapport à ce qu'on disait avec le frelon, faut qu'on fasse le maximum pour préserver l'abeille puisque c'est capital pour l'écosystème, quoi. Donc Est-ce qu'on peut agir à notre échelle contre le frelon, disons, et à la fois aussi pour les abeilles ? Qu'est-ce que tu nous recommandes ? De mettre des fleurs dans notre jardin, des fleurs à nectar par exemple ? voilà, des fleurs mellifères, ça peut être de la lavande, du thym, des roses trémières, n'importe quoi. Mettre maximum de fleurs dans vos jardins. Ça, c'est vrai que c'est un acte. Déjà, faut éviter c'est vrai que les gens aiment bien avoir leur jardin en 4 épingles, entretenu aux 4 épingles, la pelouse tendue super bien, etc. Mais c'est pas ce qu'il faut vraiment faire. Il vaut mieux laisser parfois un peu son jardin un peu en vrac pendant les saisons de floraison. Une pelouse assez haute avec des pâquerettes, c'est top pour les abeilles. Enfin, donc voilà. Et c'est vrai que ce que vous pouvez avoir comme acte, ce serait déjà d'acheter du miel local à des apiculteurs locaux. On va pas refaire l'histoire, mais on a beaucoup de miel qui vient d'ailleurs et qui est pas entre guillemets du miel. C'est pas vraiment du vrai miel. C'est souvent ça vient de pays extérieurs. C'est du miel qui a été coupé, transformé, coupé avec de l'amidon, du glucose. Donc les gens mangent du sucre. Ouais. Alors c'est sûr qu'ils vont pas l'acheter cher, mais voilà, c'est pas encourager non plus l'apiculture de notre pays. Alors c'est sûr que vous allez payer plus cher votre pot de miel, hein, mais au moins. Qu'est-ce qu'on peut retrouver de plus, des minéraux en particulier dans du miel justement local ? Est-ce que nutritivement parlant, vous avez tout type de miel. De toute façon, c'est lié aux floraisons. Donc, même en Bretagne, alors, on n'a pas forcément beaucoup de soleil, mais on a beaucoup quand même de plantes diverses et variées. Donc, on peut faire du miel de bruyère, du miel de ronces, du miel de châtaignier, du miel d'acacia. On fait un peu de tout. Et puis, vous avez le miel de printemps, de début de saison, qui est vraiment sympa, le miel de toute fleur. Donc c'est vrai que j'insiste bien, mais c'est la pollinisation, c'est l'avenir de l'abeille, c'est capital. Oui. Puisque on va dire que la moitié de ce qui arrive dans nos assiettes, c'est via nos abeilles, via la pollinisation.
hein, parce que c'est les abeilles qui permettent la reproduction des plantes, faut pas l'oublier, et c'est toute la chaîne alimentaire derrière qui, euh, qui est liée à l'abeille, quoi. Donc, s'il y a plus d'abeilles, si l'abeille est voie à disparaître, ben, au niveau de la faune, la flore, de l'écosystème en règle générale, ce serait la catastrophe, quoi. Donc, c'est vrai que c'est hyper important, quoi. Je me suis noté 2 données pour rejoindre ce que tu dis. Des experts apicoles de l'ONU qui partageaient ça en 2022, où on a un tiers de la production alimentaire mondiale, donc un tiers, ce qui est énorme, qui dépend juste des abeilles. Oui. Et il y avait une deuxième donnée qui était citée, c'est que près des 3/4 des plantes produisent 90% de la nourriture mondiale, qui ont besoin en fait de ces pollinisateurs-là. Oui. Est-ce que, Pierrick, on peut, juste toujours dans ce processus un peu de vulgarisation, revoir un petit peu le processus de pollinisation? Bah, le processus C'est quoi le cycle, en fait? processus de pollinisation, c'est que, au niveau de la reproduction d'une plante à fleurs, il y a organe mâle, organe femelle avec le pistil, et c'est vrai que soit ça peut se faire naturellement par exemple, le vent ou même de l'eau, mais c'est essentiellement fait via le transfert de ce pollen, et de ces pistils. Ça vient se faire via un insecte. Alors ça peut se faire par des papillons, mais ça se fait surtout par des abeilles. Grâce à leurs petits poils, c'est ça qui... Voilà, et du coup, de toute façon, sans ça, il y en aurait pas de pollinisation. Alors, il y a pas que l'abeille, hein, qui pollinise, j'insiste bien parce que souvent, le frelon européen, par exemple, s'il n'est pas dangereux et s'il est au fond de votre jardin, c'est pas un insecte il pollinise, par exemple. Il y a pas que l'abeille qui pollinise. Le bourdon aussi. Le bourdon, voilà. Mais, c'est vrai que c'est essentiellement l'abeille, quoi. Donc, comme tu La... l'as dit, sans pollinisation, ben, pas de reproduction. Mmh. Et derrière, moins de nourriture aussi pour des insectes, pour des oiseaux, donc en fait, c'est toute la chaîne alimentaire qui dépend de évidemment, de cette reproduction de plantes à fleurs, quoi. Sachant qu'une abeille peut visiter 250 fleurs en 1 heure. Ah oui. 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 C'est énorme. Alors, j'ai pas les quotas pour les autres types de pollinisateurs, mais Il faut des milliers de 250, trajets de toute façon pour produire une cuillerée de miel. C'est des milliers de trajets. Je crois que, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que quand tu vas prendre une cuillère de café de miel, je crois que tu as eu 3000 trajets entre la fleur et la ruche, quoi. Du coup, après Alors ça, après, attention, dans une ruche, tu peux avoir jusqu'à 20 000 abeilles, hein, donc il y a un circuit permanent, il y a un circuit permanent, mais c'est vrai que, ouais, pour produire une cuillère à café de miel, il y a énormément de travail, quoi. bah, on la On savoure. l'apprécie, on Bah oui, l'apprécie. on la savoure encore plus, là, On la la savoure. cuillère de miel. Ouais. Est-ce que, selon toi, avoir une ruche dans son jardin, c'est accessible à toutes et tous? Oui, selon comment vous abordez le sujet, oui. Moi, j'en suis la preuve, hein, c'est que quand moi je m'y suis lancé, je n'y connaissais rien du tout. La première fois que je me suis retrouvé avec ma ruche et un essaim d'abeilles, moi je maîtrisais pas le domaine, donc j'ai regardé des tutos, j'ai échangé avec des gens qui étaient apiculteurs, et cetera, et cetera. Et puis en fait, c'est pas quelque chose de sorcier en soi, il y a pas de danger particulier, vous avez Oui, votre c'est ça. tenue, vous avez votre enfumoir, et ensuite, bah voilà, c'est une chaîne. Alors au début, vous faites des bêtises, hein, parce que vous faites pas tout bien, donc au début, vous produisez pas grand-chose. Bien sûr, il y a un début à tout. Mais la première année, quand vous faites même 10 kilos de miel, bah vous êtes content parce que c'est votre production, c'est la production de vos abeilles, donc puis c'est sympa. Mhm. Heu, Tu conseilles de les mettre au fond du jardin, sur le toit? Ben, ça dépend après comment, mais oui, au fond du jardin si vous avez des craintes. Ouais. Après, moi, chez moi, j'en ai eu jusqu'à une dizaine sur le toit de ma chambre. J'ai jamais eu de problème. J'ai des jeunes enfants. Enfin, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Mais oui, c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas, il peut commencer par 1 ruche, 2 ruches, 3 ruches au fond de son jardin. Et puis, s'il est motivé, ben, il s'y met. Alors, il y a des formations, hein. Alors moi, c'est vrai que c'est un de mes projets dans les prochaines années, c'est que j'aimerais bien me lancer dans la formation. Donc, peut-être que je proposerai des formations. Tout d'abord théorique et pratique, sur 2, 3, 4 jours, que ce soit débutant, perfectionnement, et cetera, pour s'y mettre, tout simplement pour des gens qui ont envie de s'y mettre mais qui connaissent rien.
Mais il doit y avoir des gens installés sur la région de Guingamp, Saint-Brieuc. Il y a des gens qui proposent déjà des formations d'une journée, 2 journées, 3 journées pour déjà appréhender un peu le truc et savoir un peu comment se lancer, quoi, tout Oui, simplement. bien sûr. Mais il y a rien de sorcier. Il y a vraiment rien de sorcier. Puis c'est passionnant. Donc, Donc ça donne envie de s'y mettre en tout ouais, cas. ouais, ouais, Et puis peut-être retirer les fausses croyances qu'on peut avoir autour des abeilles qui piquent. En fait, certes, elles piquent, mais elles le font que quand elles se sentent agressées, quoi. Que quand elles se sentent vraiment en danger, quand vous intervenez autour d'une ruche. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème particulier. Vous enfumez la ruche, on les calme avant, on ouvre tranquillement, et puis à force d'ouvrir, elles sont habituées, hein, c'est comme un animal domestique, hein, et à force de les manipuler, elles sont habituées à votre présence, et puis non, il y a pas de danger particulier si vous faites les choses bien. Et donc vous pouvez mettre, même si vous êtes pas professionnel, particulier, vous pouvez mettre jusqu'à 9 ruches chez vous, à condition de respecter les distances de sécurité avec vos voisins. Est-ce que tu la connais, cette oui, c'est une distance? dizaine de mètres. Dans les Côtes d'Armor, il faut être au moins à 10 mètres. Alors, c'est sûr que si vous avez un tout petit jardin, un lotissement, c'est compliqué de mettre des ruches. Par contre, dès que vous avez un terrain un peu plus grand, il n'y a aucun problème, quoi. Ouais, aucun problème. Super. Bon, ça donne envie. Si on a envie de te retrouver, Pierrick, comment on fait? On se rend sur Facebook, c'est ça? Voilà, Facebook, on a un site internet, les pages jaunes, numéro de téléphone, enfin, voilà. On vous rappelle, le nom, c'est SOS Trégor Guêpe Frelon. Merci beaucoup, Pierrick, pour ces échanges merci, Rosanne, de ton accueil. Hyper intéressant. Et puis, on est certaines d'avoir motivé certaines auditrices et certains auditeurs à eux aussi passer le cap, à mettre des fleurs dans leur jardin, à favoriser la consommation de miel local, et puis à pourquoi pas se lancer dans la production de leur propre miel aussi avec des ruches dans le jardin, à condition d'avoir une dizaine de mètres de séparation avec le voisin. Merci pour tout. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.